Le 31 août 1997, à Paris, Lady Diana, celle que l'on surnomme alors la princesse des cœurs, la personnalité la plus populaire de la famille royale britannique, quitte l'hôtel Le Ritz à bord d'une Mercedes noire conduite par son chauffeur Henry Paul et se dirige vers l'appartement secondaire de son compagnon Dodi. Elle est également accompagnée de son garde du corps Trevor Rhys-Jones et quelques instants plus tard, le cauchemar commence. Sous le pont de l'Alma, le chauffeur perd le contrôle du véhicule et vient s'écraser contre un des piliers du tunnel, causant ainsi sa propre mort, celle de Dodi Al-Fayed, le compagnon de Lady Diana, et plus tard, Lady Diana elle-même qui mourra de ses blessures à l'hôpital. 3 des 4 passagers vont alors mourir et depuis, cet accident entraîne de nombreuses théories. Alors, réel accident ou assassinat, c'est parti pour le premier épisode de Théorie du complot. Les théories du complot. Que vous soyez sceptique ou passionné, préparez-vous à explorer les mystères qui entouraient des moments clés, des anomalies inexpliquées et des secrets prétendument cachés par ceux qui détiennent le pouvoir. Des théories les plus populaires, regroupant plusieurs adeptes, à celles plus méconnues, nous irons à la rencontre des histoires les plus farfelues et nous démêlerons les fils pour peindre un tableau complet de toutes ces croyances. Et ça commence maintenant. Pour comprendre les événements du 31 août 1997, il nous faut remonter bien plus en arrière et comprendre un peu la vie de la princesse que Diana Spencer est devenue. Diana Spencer naît le 1er juillet 1961 dans une famille aristocratique britannique, donc elle naît quand même de bonne famille. C'est en 1977 qu'elle rencontre pour la première fois le prince Charles, et à ce moment-là, celui-ci sort avec sa sœur, qui s'appelle donc Sarah Spencer, qui est donc sa grande sœur, et ce n'est qu'en 1980, 3 ans plus tard, que Charles va commencer à s'intéresser de manière un peu plus romantique à Diana, puisqu'à l'époque où il sortait avec sa sœur, elle n'avait que 16 ans. Lui avait 29 ans et donc en 1980, il a 3 ans de plus, soit 32 ans, et il subit une énorme pression de la part de la famille royale pour se marier, puisqu'à son grand âge, entre gros guillemets, mais c'est considéré comme un âge assez avancé, et donc en tant qu'héritier de la couronne, il se doit de se marier et de faire des héritiers. C'est donc en 1981 qu'ils se fiancent et la même année, le 29 juillet 1981, leur mariage va être célébré à la cathédrale Saint-Paul et suivi par des millions de téléspectateurs. Diana n'a alors que 20 ans et ne se doute pas de ce qui va suivre, elle pense simplement vivre un conte de fées qui va rapidement virer au cauchemar. Les tensions dans le couple sont bien présentes depuis le début de leur mariage, notamment dû à leur grande différence d'âge, puisqu'ils ont en effet 13 ans d'écart. Diana, c'est vrai qu'elle est jeune et pas mal inexpérimentée, alors que Charles, lui, est bien installé et a une vie bien remplie, ce qui entraîne un peu des différences qui ne va pas aller dans leur sens. Il faut dire qu'en plus de cela, Charles reste quand même assez proche de son ex-petite amie, qui est donc Camilla Parker Bowles, que vous connaissez toutes, puisque c'est aujourd'hui sa femme, elle l'est devenue juste après le divorce avec Lady Diana. Cette relation, bien sûr, est désapprouvée par Diana et ça entraîne énormément de disputes dans le couple, mais celui-ci donne quand même naissance à 2 enfants, en 1982 une première fois avec William et une deuxième fois en 1984 avec le prince Harry. Mais le fait qu'elle lui donne des enfants ne change absolument rien dans le ressenti, dans ce qui se passe. Diana ne se sent absolument pas épaulée, soutenue, et ça va lui causer énormément de troubles et de problèmes, notamment d'ordre psychologique. Elle ressent un énorme manque d'affection et ressent aussi ce manque de soutien de la part de son mari, mais en plus de ça, de la famille royale de manière générale, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Diana reste très aimée du public, mais elle subit aussi, donc à côté forcément, une énorme pression médiatique. Les paparazzis la suivent partout, elle apparaît dans tous les tabloïds et elle n'a pas une minute pour elle, tous ses faits et gestes sont épiés et à force, ça lui met une grosse pression qu'elle a beaucoup de mal à supporter. Dans tous ces tabloïds, on parle donc de sa relation avec Charles qui bat fortement de l'aile et ça va entraîner des problèmes tels que la boulimie ou cette solitude intense qu'elle ressent et qui lui cause de gros troubles.
Charles n'était pas non plus heureux dans cette situation et voulait fortement changer, ça c'est sûr, puisque on sait qu'il y avait beaucoup d'infidélité et il n'était pas du tout présent pour Lady Diana alors qu'elle subissait vraiment, c'était de l'acharnement à ce stade-là de la part des médias. Et c'est finalement cette infidélité constante en fait qui va avoir raison de leur relation et ils vont se séparer. Diana ne supporte pas que Charles la trompe avec Camilla et ils se séparent en 1992 et le divorce, lui, ne va être officiel qu'en 1996. L'officialisation du divorce va être fortement accélérée, notamment après une interview de Lady Diana en 1995, une interview dans laquelle elle déclare: nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré. Elle fait bien entendu référence à Camilla, ça va faire un gros scandale et donc forcément le divorce est accéléré. S'il y a bien une autre personne avec qui Lady Di ne s'entendait pas, c'était bien la reine Elisabeth II. Et d'ailleurs, elle va avoir un grand rôle à jouer dans toutes les théories qui vont suivre, puisque cette relation un peu, pas haineuse, mais elle s'appréciait pas des masses, quoi, va faire naître énormément de soupçons autour de la mort de Lady Di. Pourtant, au départ, c'est vrai que leur relation est plutôt cordiale, au départ de la relation donc, avec Charles. C'est vrai que Lady Diana a tout pour plaire et a toutes les qualités requises pour entrer dans la famille royale. Elle est jeune, élégante, timide, elle vient d'une bonne famille. Elle a tout, en somme, pour plaire à la famille royale. Mais c'est vrai qu'après son mariage, Lady Di attire grandement l'intérêt des médias et son empathie et son charme et sa personnalité vont faire d'elle une personne très appréciée avec une cote de popularité qui va monter en flèche dépassant même celle de la reine Elisabeth II. Qui fait qu'elle va être comme ça aussi aimée, dépassant même donc la reine Elisabeth, ça va être entre autres le fait qu'elle a une approche très différente des autres membres de la famille royale, très différente de ce que le protocole exige habituellement, puisque le protocole est quand même assez strict. Elle est beaucoup plus proche des gens de manière générale, elle est beaucoup plus humaine et empathique en fin de compte, beaucoup moins de distance. Elle participe activement à des œuvres caritatives, elle est reconnue pour ça, allant même jusqu'à toucher des malades, notamment du sida, ce qui pour l'époque est assez révolutionnaire. On n'irait jamais imaginer ça à cette époque-là, quoi, qu'un membre de la famille royale aille jusqu'à toucher un malade du sida, mais elle le fait, donc encore une fois, voilà, c'est son humanité pure et dure qui fait qu'elle va être autant appréciée. C'est vrai que donc elle ne suivait pas de ce fait les règles strictes que la famille royale pouvait imposer à Diana. Elle les remaniait un peu à sa sauce et les remettait beaucoup en question, ce qui ne va absolument pas plaire à la reine qui trouve ça assez agaçant et assez impertinent de manière générale. Elle trouve vraiment que l'image de Lady Diana dégrade celle de la famille royale de manière générale, et puis plus ces problèmes de couple s'étalent sur la place publique, plus leur relation se détériore, puisqu'encore une fois, la reine, elle est plutôt discrète, elle est plutôt voilà, dans la discrétion et certainement pas dans l'étalage public de ses problèmes, et quand elle voit ce qui se passe avec Lady Diana, elle trouve vraiment qu'elle a une mauvaise gestion de tout ça, et qu'elle ne fait en gros aucun effort. La reine trouve en effet très incorrectes même ses paroles dans les interviews, les choses comme ça la scandalise un petit peu, et très vite Lady Diana va se sentir délaissée par la famille royale, qui en effet, comme je l'ai dit précédemment, ne la soutient absolument pas. Quand son mariage avec le prince Charles s'effondre, littéralement, donc en 1992 où ils se séparent définitivement on va dire, mais leur divorce n'est pas encore officialisé, la reine elle veut tout faire pour sauver ce mariage, pour sauver principalement donc les apparences bien entendu, mais c'est en 1995, donc après plusieurs interviews de Lady Diana notamment où elle avait officialisé donc les tromperies de Charles, que là elle va finir par accepter le divorce finalement et que les choses vont s'accélérer. Après son divorce, elle se recentre réellement sur des causes humanitaires, s'impliquant notamment dans des campagnes contre les mines antipersonnelles. Donc les mines antipersonnelles, ce sont des mines qui sont conçues pour exploser à proximité de personnes ou au contact direct de la personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble.
Et ce sont des mines qui étaient notamment utilisées par le gouvernement britannique à cette époque-là. Elle lutte aussi évidemment toujours contre le sida et contre la pauvreté, ce sont des causes qu'elle a toujours eu à cœur et dans lesquelles elle s'est toujours impliquée, et après son divorce, elle ne s'arrête pas. Ces actions renforcent bien sûr sa popularité à l'international auprès des médias, auprès des personnes, et même après s'être fait retirer son statut d'Altesse royale par la reine d'Angleterre, elle est à présent surnommée la princesse des cœurs, et elle est vraiment toujours autant, voire plus populaire auprès des gens. Cependant, s'il y a une chose qui ne change pas, c'est l'intention que les médias portent à son encontre, et elle se fait toujours finalement autant suivre, ses gestes sont toujours autant épiés, et sa vie est toujours autant publique en fait que lorsqu'elle était princesse, elle se fait suivre de partout. Tous les paparazzis cherchent absolument à avoir des clichés de tous les moments de sa vie, et même quand elle retrouve l'amour, cette règle ne déroge pas, ils sont toujours là à prendre des photos d'elle. C'est en 1997 qu'elle va entamer une relation avec Dodi Al-Fayed, qui lui est donc un riche homme d'affaires. Il est le fils de Mohamed Al-Fayed, qui est propriétaire des célèbres magasins Harrods à Londres. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il est son fils. C'est donc une famille très riche et leur relation attire très rapidement les curieux et les médias du monde entier qui veulent avoir le premier cliché de ce couple. Pendant l'été 1997, peu de temps avant sa mort, ils passent leurs vacances entre le sud de la France et l'Italie sur le yacht, sur des yachts de la famille Al-Fayed. Et donc là, il existe des clichés qui ont été pris à ce moment-là. Et ces clichés vont faire l'objet toujours plus de rumeurs, vont alimenter toujours plus les rumeurs autour du couple. C'est le 30 août 1997, soit la veille du tragique accident qui va leur coûter la vie, qu'ils arrivent à Paris, et dans un premier temps ils se rendent au Ritz, donc l'hôtel dont le père de Dodi est propriétaire. Ce soir-là, Dodi a organisé un repas privé avec Lady Diana dans la suite impériale de l'hôtel, et on sait que les paparazzis sont toujours omniprésents, cherchant absolument à capter le moindre cliché. C'est d'ailleurs en partie pour ça que le couple va décider plus tard dans la soirée de quitter l'hôtel pour rejoindre l'appartement privé de Dodi où il serait bien plus au calme, et donc de quitter cet hôtel avec leur chauffeur et le garde du corps de Lady Diana. Pour ce faire, ils sortent par une sortie donc secondaire. Henry Paul, lui, donc le chauffeur, va s'installer au volant de la Mercedes noire. À ses côtés, sur le siège passager, on a Trevor Rhys-Jones, qui est donc le garde du corps de Lady Diana et qui est le seul survivant de cet accident. Et à l'arrière, le couple, Diana et Dodi. Donc à minuit 23, le 31 août 1997, la voiture roule très vite dans Paris. Elle roule très vite, notamment pour échapper aux motos des paparazzi qui ne font que les suivre. Donc voilà, il y a un gros excès de vitesse, et malheureusement, lorsqu'ils arrivent sous le pont de l'Alma, le chauffeur perd le contrôle du véhicule et vient s'écraser contre le 13e pilier du tunnel. Dodi et Henry Paul, eux, meurent sur le coup. Trevor, lui, comme je l'ai dit, survit, mais avec de graves blessures évidemment. Et Diana, elle, est encore en vie au moment où elle est extraite de la voiture et amenée donc à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle souffre malheureusement néanmoins de graves blessures internes et elle va décéder à l'hôpital à l'âge de 36 ans d'une hémorragie interne. À l'annonce de sa mort, il y a une tristesse immense qui se fait ressentir à l'international. Elle était très aimée, elle était quand même la princesse des cœurs. Et à Londres notamment, il y a des milliers de personnes qui vont venir déposer des fleurs devant le palais de Kensington en sa mémoire. Le peuple britannique lui montre tout son amour jusqu'au bout et lui rend hommage jusqu'au bout. Et c'est le 6 septembre que son enterrement va avoir lieu, soit 5 jours après sa mort. Et celui-ci est suivi par des millions de téléspectateurs. Une des réactions les plus attendues, c'est bien sûr celle de la reine Elisabeth II, et celle-ci va être vivement critiquée. Puisqu'en effet, à la mort de Lady Diana, la famille royale est en vacances et va mettre plusieurs jours avant de réagir à l'annonce de cette mort, ce qui va provoquer l'indignation du public. Sous la pression publique et médiatique, la reine va finir par prendre la parole dans un discours à la télévision qui va faire grand bruit, dans lequel elle rend hommage à Lady Diana en parlant de l'admiration que le peuple avait
pour elle et d'à quel point elle était une personne extraordinaire, quoi, en gros. Et de comment elle avait eu un impact très positif sur la vie de milliers de personnes. Elle prononce ce discours le 5 septembre et c'est un discours qui va lui permettre de recouvrir un peu plus la confiance des Britanniques, notamment qui s'étaient indignés de ne pas la voir réagir, parce que c'était quand même une grosse personnalité, Lady Di, même si elle ne faisait plus partie de la famille royale, la réaction de celle-ci semblait tout à fait naturelle. Même si les enquêtes ont conclu à un accident notamment dû à la vitesse qui était beaucoup trop élevée, mais aussi à un état d'ébriété du chauffeur qui était aussi trop élevé, eh bien il y a quand même de nombreuses théories qui tournent autour de la mort de Lady Diana, et certains croient plutôt à un complot qui viserait la princesse des cœurs. Il faut tout de même différencier les théories en elles-mêmes et simplement les simples incohérences que certains ont pu relever, puisque pour moi ce sont quand même deux choses différentes. Du coup, je vais vous donner d'abord ces incohérences pour ensuite vous donner les principales théories qui pour moi sont au nombre de deux. Beaucoup vont d'abord remettre en cause l'état d'ébriété du chauffeur, remettant en fait la faute sur les paparazzis, puisque les paparazzis qui voulaient à tout prix avoir leur cliché et qui roulaient vraiment très vite derrière la voiture, donc auraient poussé le chauffeur à ce moment-là à accélérer, et c'est ce qui aurait causé l'accident, bien entendu, donc ce serait selon certains les paparazzis qui seraient entièrement responsables. Ceci dit, bien entendu, il n'y a aucun élément qui pourrait prouver que le fait que les paparazzis soient autant derrière la voiture, ce soit dans le but réellement de tuer Lady Diana et donc qu'il y ait un complot par rapport à ça, qu'ils soient impliqués dans un complot, mais c'est bien plus leur soif absolument de l'information et du cliché qui a fait que la voiture aurait été contrainte, entre guillemets, d'accélérer. Dans la mort du chauffeur, donc, on a découvert qu'il avait un taux d'ébriété assez élevé, qu'il avait donc beaucoup d'alcool dans le sang, et certains disent que ces documents auraient pu être falsifiés, puisqu'en effet, déjà quand on interroge la famille, ils disent que ce n'était pas du tout dans son habitude d'être hyper alcoolisé au volant. Et en plus de ça, c'est vrai que quand on voit les caméras, les images de caméras de surveillance, ça n'est pas tellement cohérent, on ne voit pas du tout agir bizarrement. Et juste avant de monter dans la voiture, c'est pareil, il n'y a rien qui prouverait qu'il soit trop alcoolisé. Et puis même des témoins ce soir-là au Ritz ne l'ont pas du tout trouvé trop alcoolisé en fin de compte. Donc ça c'est assez louche et c'est ce qui pourrait permettre de dire que l'état d'ébriété du chauffeur puisse être remis en cause par certains. Plusieurs vont ensuite dénoncer, bien entendu, le sabotage de la voiture qui aurait été la cause de la perte de contrôle du véhicule, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'il y a eu des sabotages même externes, notamment à cause d'une lumière qui aurait été projetée sur le véhicule pour éblouir le chauffeur et donc pour lui faire perdre le contrôle de la voiture, tout simplement. Cette preuve, cette incohérence, cette théorie, on va dire, ne s'appuie sur pas grand-chose, si ce n'est sur le fait qu'il y ait un homme, un motard qui a été vu pas loin du pont, un motard suspect. Donc voilà, c'est le seul truc qui s'appuie là-dessus et qui aurait pu faire dire qu'il y ait eu une lumière étrange qui aurait ébloui le chauffeur. Bon. Le dernier sabotage qui vient, c'est celui des ceintures de sécurité, puisque c'est vrai que quand on a extrait les corps, Dodie et Diana n'étaient pas attachées, ce qui ne serait encore une fois pas dans ses habitudes d'être aussi imprudente. C'est ce qui a un peu perturbé les gens et donc qui se demandent si en fait le fait que les ceintures auraient été sabotées était donc dans l'organisation d'un complot qui voulait s'assurer en fait que Lady Diana allait bien mourir plus rapidement sans ceinture de sécurité, bien entendu. Toutes ces incohérences et un peu ces semblants de théories vont servir de grosses théories qui sont deux théories qui vont impliquer dans un premier temps soit la famille royale et dans un deuxième temps les services secrets britanniques et français. Donc la première théorie, c'est la théorie de l'implication de la famille royale. Donc si vous connaissez un peu, c'est
Globalement, la plus répandue, la plus populaire, celle qui ressort le plus dès qu'on parle de la mort de Lady Diana. Mais pourquoi réellement? Qu'est-ce qui mène les gens à penser ça? Je vous le dis tout de suite. Diana serait devenue trop influente et trop indépendante après son divorce, ce qui aurait embarrassé fortement la famille royale, lui ternissant son image. Ça aurait été donc un des arguments qui aurait fait que la famille royale aurait voulu la faire disparaître. Le deuxième argument, c'est que elle entretenait donc une relation avec Dodi Al-Fayed et que ça posait grandement problème si il comptait notamment se marier, puisque à ce moment-là, William et Harry, les héritiers et les fils de Lady Diana, auraient été associés à une famille musulmane et ça, visiblement, c'était quelque chose qui ne fallait pas qu'il se passe. En plus de ça, on a Mohamed Al-Fayed, qui est donc le père de Dodi, qui a déclaré après la mort de son fils et donc de Diana que tout ça n'était qu'un complot qui visait donc à les assassiner pour empêcher le mariage de Diana et de Dodi. Donc c'est pour ça que les gens croiraient que la famille royale ait été impliquée dans la mort de Lady Diana et qu'ils auraient voulu la faire disparaître. Mais il y a une deuxième théorie qui est sur les services secrets, donc services secrets britanniques, donc MI6, et services secrets français, donc le DGSE. Ils auraient été impliqués puisqu'en effet Diana aurait été fortement surveillée par eux, notamment depuis les critiques qu'elle faisait par rapport à sa lutte contre les mines antipersonnelles, qui auraient fortement dérangé les gouvernements puisque, comme je l'ai dit, c'était des mines qui étaient utilisées par le gouvernement britannique mais aussi français. Donc cet accident visait tout simplement à la faire taire, donc ce serait pour ça qu'ils auraient décidé de l'assassiner. De plus, il y a certains agents du MI6 qui ont affirmé après la mort de Lady Diana qu'il y avait déjà eu des plans pour faire disparaître des personnes influentes, mais sans jamais qu'ils aient abouti, et les gens se demandent donc si parmi ces plans il y avait eu le fait de faire disparaître Lady Diana. Il n'y a rien du tout qui vient lier ces affaires entre elles, genre entre les déclarations des anciens agents et l'affaire de Lady Diana, il n'y a rien qui vient le prouver, mais c'est quand même une piste que les gens qui sont partisans de la théorie du complot viennent soulever. Donc c'est ces deux théories qui planent autour de la mort de Lady Diana. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que sa mort aura eu un impact certain sur beaucoup de monde, puisque ça aura été un véritable drame pour beaucoup de personnes. C'est vrai que son implication dans des luttes importantes l'avait rendue très populaire et elle était vraiment très aimée du public, même plus que certains membres de la famille royale elle-même. Sa mort continue de faire parler 30 ans après et continuera sûrement encore pendant des années d'être au cœur de débats. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle a été la victime d'un tragique accident ou au contraire d'un complot visant à l'assassiner? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai vraiment très hâte de vous lire. N'hésitez pas à me donner donc votre avis, à aimer la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Bisous!